Bonjour Daniel Pinazzo. Bonjour Thibault. Vous êtes manager des solutions compliance au sein du bureau Vondeck et on va essayer de tirer ensemble un premier bilan de la loi Sapin 2. La loi Sapin 2 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. C'est une loi qui a été adoptée fin 2016. Alors, première question, où en sont les entreprises soumises à la loi Sapin 2 en matière de conformité ? Eh bien, pour être franc Thibault, la plupart des entreprises concernées sont encore loin d'être prêtes. Je parle évidemment ici de celles qui comptent plus de 500 salariés et qui réalisent plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Celles qui sont concernées. Exactement. En même temps, il faut dire qu'elles font face à un véritable casse-tête, car la mise en conformité vient considérablement chambouler l'ensemble de leur process. Alors pourtant, l'AFA, l'Agence française anticorruption, a beaucoup communiqué sur les attentes, sur les recommandations Absolument. en matière de conformité avec la loi Sapin 2. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai que l'AFA a été assez prolifique avec notamment un certain nombre de recommandations émises fin 2017. Mais c'est paradoxalement ce qui a pu perturber certaines de ces entreprises, car il faut faire le tri dans cette déferlante de textes. Personnellement, je recommande vraiment de se focaliser sur la notion centrale de cartographie des risques. Pour simplifier, la cartographie des risques, c'est un document qui va retracer l'ensemble des failles de l'entreprise dans lesquelles peuvent s'immiscer de la corruption. Cette cartographie est propre à chaque entreprise et ne peut en aucun cas se dupliquer. C'est donc un document essentiel dans le travail de mise en conformité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce qu'on fait de cette cartographie des risques une fois qu'elle est établie ? En d'autres termes, à quoi ça sert ? L'idée pour ces entreprises, c'est de transposer cette cartographie des risques dans un ou plusieurs modèles de décision. Il s'agit là d'un enjeu assez important, puisqu'il va leur permettre de pouvoir évaluer le risque qu'un tiers fait porter à leur organisation en s'appuyant sur un modèle customisé qui est fidèle à leur cartographie. Je rappelle simplement à ce niveau-là que les entreprises concernées par la loi Sapin 2 doivent étudier chacune de leurs contreparties avant l'entrée en relation d'affaires. Fournisseurs, clients, agents commerciaux, investisseurs, partenaires, etc. Il faut en fait réaliser une analyse raisonnable de ces contreparties. Alors, on appelle ça aussi une due diligence. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour évaluer concrètement des portefeuilles, des milliers de tiers dans ces portefeuilles clients, ces portefeuilles prospects ? Pour le coup, pas de panique. En fait, l'AFA précise que seuls les tiers de premier rang et de rang intermédiaire doivent faire l'objet d'une due diligence. L'idéal étant de mettre en place une automatisation de ces due diligence par typologie de contrepartie. Cette automatisation sera d'ailleurs de plus en plus inévitable dans le futur avec l'augmentation de ces contraintes réglementaires. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place cette automatisation ? Je précise un petit peu ma question. Qu'est-ce que vous recommanderiez à un chef d'entreprise qui ne verrait pas vraiment par quel bout prendre le problème ? Thibault, en fait, pour pouvoir automatiser ces due diligence, il faut deux choses. D'abord, une base de données qui regroupe toutes les informations nécessaires sur les tiers, comme l'adresse, l'activité, le niveau de dépendance, les documents officiels, la nature de la collaboration, etc. Mais aussi des données particulières, comme les personnes politiquement exposées, les bases de sanctions internationales, les données sur les liens capitalistiques, qui sont très importantes. Et ensuite, dans un deuxième temps, il faut un logiciel qui permette de recréer la modélisation du risque de corruption. C'est ce logiciel qui va être capable de traiter un grand nombre de données de façon ultra rapide pour délivrer des due diligence. On parle bien évidemment ici de mass data. Dans des cas particuliers, rachat, JV, M&A, une due diligence beaucoup plus approfondie, agrémentée d'une enquête terrain, pourra être évidemment parfois nécessaire. Et cette automatisation, c'est la méthode qui permet de monitorer au mieux le portefeuille ? Alors la mise en surveillance, c'est un aspect qui est incontournable. On ne peut pas demander à des services achats de regarder tout ce qui se passe chez ses fournisseurs au jour le jour. Oui, évidemment. Il est donc nécessaire de trouver une solution qui informe de toute modification sensible en temps réel. J'insiste d'ailleurs sur le fait que Sapin 2, c'est une obligation de monitorer ces tiers tout au long de la vie de la relation contractuelle. Eh bien, merci beaucoup Daniel Pinazzo pour cet éclairage, ce décryptage de la loi Sapin 2. Merci. Avec plaisir Thibault, merci beaucoup.